Merci à tous de votre participation à la table ronde organisée par l'Institut des actuaires, qui a été intitulée «Pourquoi Dora change-t-il la donne pour la gouvernance du numérique?» Et vous brûlez d'impatience de savoir pourquoi. Alors pour ma part, je m'appelle Florence Picard et je serai la modératrice de la table ronde. Donc pendant toutes les interventions, vous pourrez poser vos questions dans le chat. Un temps sera réservé à la fin des exposés pour pouvoir y répondre. Vous trouverez ensuite sur le site, demain, ou enfin très rapidement, sur le site de l'Institut, les slides et le replay. Vous y trouverez également des références et aussi des slides que nous n'aurons vraisemblablement pas le temps de partager avec vous ce soir. Et si vous voulez aller un peu plus loin, ça vous permettra d'approfondir le sujet et éventuellement de revenir vers les intervenants, puisqu'à la fin des slides, vous trouverez les coordonnées des intervenants. Alors, autour de notre table virtuelle, eh bien, par ordre d'apparition à l'image, vous aurez d'abord Marc-Antoine Ledieu, ensuite Brigitte Dubu, ensuite Hélène Dufour, puis David Quentin. Je vais d'abord laisser chacun se présenter rapidement avant d'entamer les débats. Donc, Marc-Antoine, si tu veux bien te présenter. Mais volontiers. Bonsoir Florence, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Marc-Antoine Ledieu, je suis avocat au barreau de Paris. Je vais fêter mes 30 ans dans quelques jours. Je suis très spécialisé en rédaction de contrats et je me suis focalisé sur la cybersécurité. Et depuis 1 an et demi, j'ai le plaisir d'éplucher très attentivement Dora, spécialement Dora et la directive NIS 2. Ce qui me permet de vous affirmer qu'aujourd'hui, donc je m'appelle Le Dieu, mon surnom officiel est l'odieux, puisque je n'annonce que des mauvaises nouvelles. Merci Marc-Antoine. Brigitte Dubu, on la connaît, mais présente-toi quand même. Alors, bonjour à tous, je suis donc actuaire, maintenant à la retraite, mais avec encore un peu d'activité, notamment au sein de l'Institut des actuaires, où je suis membre du Haut Conseil et membre du jury de l'Institut des actuaires, et un certain nombre de groupes de travail autour de, je dirais, les enjeux du big data notamment. Et je m'intéresse à Dora avec deux casquettes, la casquette d'associée métamétrice et puis une casquette d'administratrice d'une compagnie d'assurance. Merci Brigitte. Hélène Dufour. Oui, bonjour à tous. Donc Hélène Dufour, je suis associée du cabinet Métamétrice. Je suis une spécialiste des risques opérationnels et j'interviens depuis de nombreuses années sur des sujets réglementaires et notamment sur les réglementations sur la solvabilité comme Solvabilité 2. Et donc, j'ai été amenée à m'intéresser à Dora depuis maintenant effectivement 1 an et demi parce que c'est une réglementation prudentielle dédiée aux risques numériques et je suis par ailleurs certifiée lead implémenteur ISO 27001 et risk manager ISO 27005. Merci Hélène. Et notre grand témoin, David Quentin, je te laisse te présenter. Bien, bonjour à toutes et à tous, c'est un honneur d'ailleurs d'être invité à cette table ronde. Donc moi je suis membre du comité exécutif de la Matmut, en charge du numérique et de l'innovation. Et je vais témoigner à date des choix qu'on a pu faire sur l'organisation de nos lignes de défense. Donc on va voir qu'on n'est pas encore Dora, hein, évidemment. Hein. C'est en cours d'acculturation, mais on va faire un petit point d'étape. La manière dont on l'a mis en œuvre à date à la Matmut. Merci beaucoup. Pour ma part, donc, je suis actuaire, je suis membre de l'Institut des actuaires, membre du Haut Conseil et je suis au board d'une société d'assurance dont je préside également le comité d'audit et des risques. Comme vous venez de le voir dans les présentations, la table ronde rassemble des différentes compétences qui doivent se conjuguer pour répondre à la question posée en titre de la table ronde. Sans plus tarder, je vais donc passer la parole à Marc-Antoine qui va nous rappeler les éléments clés de Dora. Rappeler ou les exposer rapidement. Merci. Pour les exposer rapidement, effectivement, quand on veut faire une lecture utile
de DORA, surtout pour les professionnels que vous êtes. Reprendre la litanie des attendus ne sert à rien. Allons droit au but. Cette réglementation, au point de vue du juriste que je suis, est une réglementation qui vise d'abord les fonctions critiques ou importantes des entités financières. Voilà, il faut savoir lire DORA comme ça. C'est parfois écrit de manière particulière, parce qu'on vous parle parfois de composantes critiques ou selon la criticité d'eux, mais c'est bien ça qui est visé. Donc, ce renforcement. Ensuite, pour le faire toujours de manière succincte, illustré en bande dessinée, bien sûr, puisque je ne communique sur mon site web qu'avec des bandes dessinées qui permettent de donner un peu de légèreté ou de poids. D'ailleurs, Bravo, ça nous change un petit peu parce que nous, on a rarement l'occasion de faire ça, mais c'est très sympathique. Merci beaucoup pour cette illustration. mais avec plaisir. Là, vous êtes dans le mythe d'Hercule, mais au 42e siècle, avec des robots partout. C'est absolument étonnant. Donc, pour revenir à ces fonctions critiques ou importantes, bien sûr, la première obligation, c'est une identification, qu'elle soit contractuelle, à but interne pour des fins d'audit. Bref, c'est l'identification généralisée des actifs de TIC, des actifs informationnels, vraiment les datas qui sont traités. L'actif de TIC étant, bien sûr, tout ce qui est matériel et logiciel, avec une obligation d'identification, notamment dès qu'on va parler fonctions critiques ou importantes. C'est là d'ailleurs où je ne m'étendrai pas, parce que ça, ce n'est pas mon métier, c'est vraiment le vôtre. La deuxième partie, ce sont des mesures techniques renforcées pour la protection de ces fonctions critiques ou importantes, qu'elles soient internes à l'entité financière ou qu'elles soient externalisées, et ce qui nous amène au risque qu'on verra tout à l'heure pour les prestataires de services TIC qui supportent des fonctions critiques ou importantes. Le troisième point, bien sûr, c'est tout le régime de notification obligatoire des incidents de sécurité qui ne porteront que sur des incidents majeurs. Alors, on attend encore les dernières directives, si j'ose dire, des autorités européennes là-dessus, mais ça porte vraiment que sur les incidents majeurs des fonctions critiques ou importantes. Et le quatrième point qu'on invoquera sûrement tout à l'heure, qui est un encadrement contractuel extrêmement détaillé. Et pour le juriste des contrats que je suis, lorsque j'ai lu la première fois DORA, donc ça remonte déjà à fin 2020, je suis tombé de ma chaise, car pour rédiger des contrats longs, je dois avouer que là, ça bat tous les records. Il va y avoir une vraie révolution chez les juristes des entités financières pour arriver à embrasser l'ensemble des obligations qui sont imposées en dur par DORA. Le dernier point, pour faire vraiment DORA en grande masse et très très large, pour comprendre comment ça va s'appliquer, bien, outre la liste des entités financières, ça je pense que vous le savez, le principe de proportionnalité est un truc qui est très difficile pour nous les juristes, parce que ça laisserait entendre qu'il y a appréciation dans la manière dont on va déployer DORA, que ce soit dans la partie audit, que ce soit dans la partie rédactionnelle contrat, dans la partie des mesures de sécurité. Là, c'est pour attirer votre attention en une seule slide, pour dire qu'en fait, lorsque vous, les professionnels en interne, vous allez traiter de fonctions critiques ou importantes, le dispositif organisationnel, technique, interne, externe, juridique, blablabla, tout ça, dès que ça va tomber sur une fonction critique ou importante qui est externalisée, en tout ou en partie, votre prestataire, très joliment dénommé prestataire tiers de service TIC, donc le prestataire, eh bien ce prestataire va devoir subir 100% du régime qui s'imposera à l'entité régulée. Et ça, c'est une vraie nouveauté par rapport à l'ensemble des textes précédents, puisque c'est généralisé à l'identique pour l'ensemble des entités régulées, sauf cas rarissime ou vraiment seuil difficile à tomber en dessous, pour le dire en clair, et pour l'ensemble de leurs prestataires. Sachant que pour les autres prestataires, ceux qui ne toucheront pas les fonctions critiques ou importantes, on va se retrouver avec des pourcentages, entre guillemets, vous êtes plus friand de chiffres que moi, sur ce qu'il va falloir transposer, imposer, entre guillemets, par les entités régulées au profit des prestataires. Un dernier point, c'est une volonté politique de l'Union européenne que de réguler des entités qu'elles vont ne même pas désigner, puisque vous avez la liste qui est faite, et de manière assez lâche, mais politiquement très efficace, ce sont aux entités régulées de mettre
de rendre conforme leur écosystème de prestataires. Ce qui fait que l'Union européenne nous a annoncé à peu près 22 000 entités qui seraient impactées par DORA lorsque le premier projet est sorti en 2020. Et très récemment, les AES nous ont communiqué un chiffre pour le nombre de prestataires directement impactés par DORA, donc des prestataires du secteur bancaire, assurance et compagnie, avec à peu près 15 000 entreprises. Moi, je pense que c'est en dessous de la réalité. Donc, ce qui veut dire que sur l'UE, ce régime va se déployer à l'identique, pratiquement, massivement, sur plus de 40 000 entreprises, ce qui représente un véritable effort pour le secteur. Merci beaucoup. Le décor est posé à la fois par les illustrations et puis sur le fond. Merci. Brigitte Dubu va maintenant nous présenter un aspect de DORA, dimension de DORA qui intéresse directement les actuaires en tant que réglementation prudentielle et comme cadre méthodologique d'évaluation des risques numériques. Merci. Alors, première chose, en fait, c'est que DORA s'inscrit dans un mouvement qui a été initié depuis longtemps. Hein. Florence et moi sommes présidentes de comité d'audit et clairement, dans la cartographie des risques, et notamment des risques IT, le cyber était bien évidemment identifié et pris en compte. Donc, il y a une continuité du côté des entreprises. Il y a aussi une continuité du côté du législateur, enfin du régulateur plus exactement, puisque l'IOPA a publié en 2020 des orientations sur la sécurité de la gouvernance de technologie de l'information, qui après ont été relayées par la CPR avec 2 notices en 2021. Donc déjà, le mouvement a été plus qu'amorcé, puisqu'on retrouve dans DORA une bonne partie des exigences, enfin des orientations de l'IOPA. DORA renforce et accélère le mouvement. Il accélère le mouvement parce que, en fait, autant l'IOPA, enfin, les directives internes, l'IOPA ou les orientations ACPR sont ce qu'on relève de la soft law, c'est-à-dire qu'en fait, quelque chose qui s'applique avec un temps de latence, puisqu'en fait, il n'y a pas de sanction immédiate, il y a sanction que si, lors d'un rapport, voilà, la CPR constate que par rapport aux exigences qu'ils avaient données dans un rapport, dans un deuxième temps, les entreprises ne l'appliquent pas. Et donc là, il y a sanction. Donc, on voit bien que ça se fait en 2 temps, alors que DORA est un règlement. Alors, un règlement, là aussi, en droit européen, une loi, une directive s'applique là aussi en 2 temps, c'est-à-dire qu'en fait, il faut une transposition en droit national, donc ça prend du temps. La DORA est un règlement, et donc ça veut dire que c'est d'application immédiate, et ça veut dire c'est un régime de sanctions immédiates aussi. Donc, on voit bien que le mouvement, là, est accéléré. Bien évidemment, tout ça, c'est pour protéger la solvabilité de l'industrie. Hein, donc, je dirais, c'est fait avec évidemment une notion de protection importante, mais avec des contraintes qui ne le sont, et on en discutera bien évidemment tout au long de cette conférence. Donc, le conseil d'administration, en fait, jusqu'à présent, s'appuyait sur une cartographie des risques et généralement, le CRO abordait le sujet important. Un autre point, il y a une directive qui est sortie, qui amende la directive S2 et qui précise que les entreprises mettent en place et gèrent les réseaux des systèmes d'information conformément au règlement DORA. Donc, S2 fait référence à DORA. Et vous verrez que dans cette logique DORA, on va retrouver des réflexes S2, notamment avec une fonction, ou avec les 3 lignes de défense qu'on retrouve là aussi dans S2. Donc, on n'est pas dans un terrain, en termes de méthode, totalement inconnu. Donc, les nouvelles obligations, là, je parle en termes de gouvernance. Donc, on a des nouvelles obligations au sein des conseils d'administration qui sont de participer à la définition de la stratégie de résilience opérationnelle numérique et qui découlent bien évidemment d'un niveau de tolérance au risque qu'il faudra définir. Le Conseil, comme toujours, vérifie que les moyens alloués à la maîtrise des risques sont suffisants et va vérifier, avec les échanges qu'il y aura avec les professionnels, l'efficacité des dispositifs de maîtrise des risques et valider le cadre dans un rapport, un de plus, vous me direz, mais oui. Et bien évidemment, il va valider les politiques qui encadrent la résilience opérationnelle.
Autre point qui n'est pas mentionné ici, mais qui est aussi important et qu'on retrouve dans la logique S2, en fait, c'est que le risque cyber doit être pris en compte dans les plans d'audit des compagnies d'assurance, et donc des plans d'audit très, très réguliers. Donc, on voit aussi, c'est une des particularités, et en termes de gouvernance, c'est extrêmement important, la pluralité de propriétaires. Donc, il n'y a pas que des gens impactés. Évidemment, tout le monde est impacté par cyber, tout le monde doit être sensibilisé, tout le monde doit être formé. C'est l'affaire de tous. Mais il y a plusieurs propriétaires potentiels. Il y a d'abord les métiers utilisateurs des services d'éthique. On a bien évidemment la DSI qui se trouve souvent en première ligne sur le sujet. La conformité doit prendre en charge, comme toujours, tous les aspects réglementaires. Le DPO en charge de la conformité au RGPD, et la direction juridique, vous l'aurez compris, évidemment, au cœur aussi est très, très importante dans le dispositif. On l'a évoqué, DORA exige la création d'une fonction indépendante de gestion du risque numérique qui est en charge de piloter les contrôles de second niveau. Et donc là, on retrouve la logique S2. Cette fonction doit rapporter au conseil. Alors, ce n'est pas une fonction clé au sens S2, mais quand même, ça y ressemble un petit peu. En tout cas, il est dans cette logique de rapporter directement au conseil. Donc, on voit bien que c'est d'abord un sujet transverse, et qui dit avec plein de propriétaires, avec une fonction indépendante, mais qui, à mon sens, est plutôt quelqu'un qui va faire en sorte que tout le monde se parle, qui va d'abord être un animateur, et donc qui dit animation, qui dit comitologie, qui va bien aussi. Donc ça, c'est un point, je pense, qu'il faut là aussi prendre en compte dès le départ. Et l'équipe du CRO, elle doit être impliquée notamment sur le cadre méthodologique qui doit être adapté à l'évaluation des risques. Donc, on revoit bien cette logique très tournée, les trois piliers, avec un CRO qui a une part importante dans le dispositif. Alors, on va passer vite parce que le temps est compté. Donc, sur cette slide, on va peut-être revenir quand même sur cette slide, juste pour dire qu'on constate aujourd'hui que dans les rapports, il y a des études, elles sont citées, et on vous donne les références, mais aujourd'hui, en fait, dans les rapports ORSA, en fait, aujourd'hui, le cyber est évidemment évoqué, mais de façon assez light, et donc, voilà, certains regrettent justement ce peu d'informations qui circulent au travers des ORSA. Mais ils vont avoir un port supplémentaire, donc ça va changer. Voilà, donc je vais peut-être passer la parole à Hélène qui va vous donner un peu plus de détails sur les exigences et les orientations IOPA. Tout à fait. Alors, vous l'aurez compris, finalement, DORA s'inscrit tout à fait dans la continuité des exigences des orientations IOPA. Mais l'énorme différence entre DORA et les orientations IOPA, c'est qu'effectivement, on est dans des exigences qu'on doit respecter directement. Ça veut dire que là où, dans les orientations IOPA, on pouvait avoir une certaine latitude dans la mise en œuvre des exigences, et notamment au travers des politiques de sécurité, etc., dans DORA, il faut s'assurer de l'alignement de ces politiques et également mettre en œuvre les contrôles qui permettent de démontrer qu'elles sont respectées. C'est-à-dire, on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. Ça devient assez critique et ça peut justifier de revisiter, en effet, toute la documentation liée au dispositif de maîtrise des risques, de façon à s'assurer qu'elles sont alignées et surtout qu'on respecte ce qu'on écrit. On n'est plus dans le contexte où on pouvait, dans des politiques, indiquer des bonnes pratiques et puis se demander dans un second temps si elles étaient respectées. Là,
il faut bien définir nos exigences et les respecter. Donc, effectivement, comme tu le disais, Brigitte, donc on est sur une organisation selon les 3 lignes de défense, nomination d'une fonction gestion des risques numériques en seconde ligne de défense. Il faut définir cette stratégie de résilience opérationnelle numérique globale qui couvre aussi bien la sécurité que la stratégie multifournisseur pour les prestataires de TIC, mais aussi donc la résilience opérationnelle numérique. Pour ce qui est des tiers, alors on n'est plus, on va un peu au-delà, où on est plus général que la sous-traitance au sens de solvabilité 2, puisque DORA parle de l'utilisation des services de TIC qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes, de manière très globale. Et donc, DORA prévoit une politique dédiée à cette utilisation de services de TIC. Et d'ailleurs, cette politique a été documentée, décrite dans le cadre d'une norme technique de réglementation, une RTS, dont la version draft a été soumise à consultation en juin 2023. Il va falloir donc de plus adapter tous les accords contractuels, hein, c'est-à-dire effectivement, on ne va pas se contenter de mettre à jour les contrats, les nouveaux contrats ou les contrats qui supportent des prestations critiques ou importantes. Il va falloir mettre en œuvre cette adaptation de tous les accords contractuels. On en reparlera tout à l'heure avec Marc-Antoine. Et puis, la mise en œuvre d'un registre des accords contractuels au niveau solo et consolidé et qui, lui-même, ce registre intègre des éléments d'appréciation des risques. Donc ça, en tant que tel, ça va être un projet assez important à mettre en œuvre. Donc, je vous le disais, on a des RTS qui ont été publiés. Donc, on a 4 RTS qui ont été publiés en mode draft. Une RTS sur le cadre de gestion des risques liés au TIC, qui en fait définit les fameuses politiques qu'il faut avoir, les politiques aussi bien de sécurité que l'ensemble des politiques, continuité d'activité informatique, politique de sécurité, politique d'utilisation des services de TIC qui soutiennent les fonctions critiques ou importantes. Et puis, j'en oublie 2, politique de gestion des incidents et de remontée d'incidents et politique de continuité d'activité informatique. On a une RTS donc, sur la politique d'utilisation des services de TIC, une RTS sur les critères de classification des incidents liés au TIC et une RTS sur le registre, dont on vous donnera quelques extraits plus tard. On va avoir une deuxième tranche de RTS qui va paraître en mode draft d'ici fin 2023, donc qui sera soumise à consultation comme ça avait été le cas des précédentes. Donc il y en aura une sur l'estimation des coûts et pertes agrégées causées par les incidents TIC majeurs. On voit qu'on rentre dans une logique d'évaluation quantitative des risques cyber. D'ailleurs, les orientations EIOPA sur les stress tests, la documentation méthodologique de l'EIOPA qui est sortie sur les stress tests cyber fait nommément référence à DORA. On a une RTS sur les modalités de reporting des incidents majeurs, sur le cadre pour les tests d'intrusion basés sur les menaces et sur les clauses contractuelles qui seront exigées. Alors clairement, on voit quand même assez mal comment les renégociations des contrats vont pouvoir se faire dans un délai aussi court, dans la mesure où les versions définitives de cette RTS sera publiée on va dire en juin 2024, ce qui signifie qu'il resterait 6 mois pour renégocier tous les contrats, ce qui paraît quand même très ambitieux. Mais bon, ce sera à voir avec les autorités de tutelle. Merci Hélène. Alors, nous allons passer la parole à David Quentin, qui va nous dire comment ça se joue sur le terrain, parce que lui, il est sur le terrain, et donc il va nous expliquer comment, d'abord, quelles sont ses fonctions, où est sa place dans ce jeu complexe, et comment ils s'y prennent au niveau de Matmut. David, on t'écoute. Merci beaucoup Florence. Alors évidemment, c'est un témoignage, c'est surtout pas une cible à copier, hein. C'est lié aussi à la culture de l'entreprise à laquelle j'appartiens. Mais ça permet effectivement de témoigner à date, en fonction de notre compréhension de ce qui arrive, de ce qui s'est passé avant, hein, avec Solva 2, avec la notistique, et de ce qui arrive avec DORA,
de la manière dont on transforme effectivement nos lignes de défense. Peut-être en introduction, comme tu le suggérais, Florence, bien préciser que je suis donc DSI, mais un petit peu plus. Le un petit peu plus, c'est pas orgueilleux, c'est de bien comprendre qu'à la fois je coiffe la DSI, la direction des systèmes d'information, mais j'ai aussi auprès de moi les achats systèmes d'information, et c'est pas neutre par rapport à ce qui vient d'être dit sur les renégociations contractuelles hein, et la revue des clausiers. Et j'ai aussi auprès de moi trois filières de risque qui sont du niveau 1, 1,5, je ne sais jamais bien les placer, mais en tout cas, ce n'est pas du niveau 2, ce n'est pas du niveau 3, mais je vais quand même les citer. Le DPO, donc la protection des données personnelles, la qualité des données, le data office, hein, et qualité des données, alors là, je suis à l'Institut des actuaires, donc là, on se comprend bien de quoi on est en train de parler, hein, la qualité des données qui concourent aux étapes prudentielles de solvabilité, et le RSSI, responsable de la sécurité des systèmes d'information. Et je viendrai un peu plus loin après sur les choix qu'on a pu faire. D'ailleurs, mon collègue FSI, fonction de sécurité de l'information, est présent ce soir dans les participants, si je ne m'abuse. Donc, ces filières de risque, elles ne sont pas dans la DSI, ça déjà, il faut bien le comprendre. Elles dépendent de moi en tant que directeur du numérique, membre du COMEX. Hein. C'est une petite subtilité, mais qui a son importance parce qu'ils doivent quand même avoir leur autonomie. Et pour autant, ils sont dans ma chaîne de commandement qui permet des réactions rapides, notamment sur les sujets cyber. Une fois qu'on a dit ça, peut-être dire aussi qu'évidemment, on s'appuie sur nos 10 ans de pratique de Solva 2, et je suis peut-être un peu réducteur avec les 10 ans, hein, mais les fonctions clés sont acquises évidemment à la Matmut, les 3 lignes de défense sont acquises, et ça, c'est des choses qu'on a mis en place au fur et à mesure dans une entreprise qui n'était pas habituée, très clairement, hein, qui n'était pas habituée à ces lignes de défense, c'est-à-dire qui était très procédurée et très opérationnelle, mais peu habituée au contrôle permanent et au contrôle périodique. Tout ça est bien en place, on a bien les 4 fonctions clés, on a bien nos niveaux 2 et nos niveaux 3, et à un moment donné, on a fait face à cette problématique que j'incarnais, on va le dire comme ça, hein, très clairement, hein, que je pouvais incarner vis-à--vis du CRO, qui était cité, d'avoir chez moi à la fois la DSI et certaines lignes de défense 1,5, hein, un peu entre deux. Notamment, on va s'attarder là sur le RSSI et le DPO, la qualité des données est quand même un autre sujet pour ce soir, mais en tout cas le DPO et le RSSI, qui ne font pas que de l'opérationnel, hein. L'opérationnel pur, la protection opérationnelle pure, la première ligne de défense, c'est bien la DSI qui l'opère, mais qui sont vraiment là au quotidien sur la montée en valeur de la protection, la supervision de cette protection au quotidien, et qui font quand même donc plus du contrôle de niveau 1, si on peut le dire ainsi. Et donc, on a eu le débat, et je ne vais pas vous cacher, je crois que c'est l'intérêt aussi hein, de ce genre de webinaire et du témoignage terrain. C'était pas simple comme échange entre la direction de maîtrise des risques, le CRO, la CRO en l'occurrence, et moi-même. Évidemment qu'il y a, sans parler de sujet de territoire, il y a une appréciation de la situation, il y a une appréciation des risques. Mon appréciation en tant que directeur du numérique, c'est de dire attention, ça arrive vraiment, c'est pas que un règlement, il y a des attaques tous les jours, et moi j'ai besoin des moyens de faire face. Je ne peux pas déléguer complètement ces moyens. Et l'appréciation de la CRO est tout à fait entendable et qui est dans le sens de la réglementation, hein, qui est de dire tu ne peux pas cumuler les 2 lignes et tu ne peux pas cumuler les rôles, et c'est un principe fondamental de DORA demain, mais en réalité de la réglementation de façon générale. Donc, on a bien eu ce débat, sans oublier, bien sûr, et je ne m'étendrai pas, mais tout ce que ça peut emmener de jeux de pouvoir entre nous. Hein. Je suis membre d'un COMEX, donc ce n'est pas un tabou, hein, le pouvoir, hein, évidemment. Donc, sans emmener ce qui peut abîmer le message, mais même quand on était très focus sur le résultat à attendre, il y a eu débat.
Ce qui est intéressant, c'est là où on en est, là où on a souhaité atterrir à date. On a effectivement tenu compte de ce qui était cité juste avant par Brigitte, c'est-à-dire il faut qu'il y ait bien une fonction indépendante qui réponde jusqu'au conseil d'administration, hein, à l'AMSB quand on prend les textes, mais en tout cas jusqu'au conseil d'administration, hein, en tout cas au comité spécialisé. Et donc, il faut bien qu'il y ait une entité indépendante, ce rôle, que pour l'instant, et c'est intéressant la manière dont il évolue, je vais y revenir, mais pour l'instant, nous avons nommé fonction sécurité de l'information, FSI, plutôt en nous appuyant sur la notistique. Mais j'ai bien noté, et je trouve que c'est plus intéressant et plus large, que ça va évoluer vers fonction gestion des risques numériques. J'ai bien lu et écouté ce que viennent de dire Hélène et Brigitte, et je crois qu'il faut qu'on les bien en tête. C'est-à-dire que, évidemment, nous, on est parti de la question de la sécurité parce que le cyber, c'est une réalité, c'est le risque numéro 1, hein, ou 2 avec le climatique, et c'est vraiment une réalité, très bien. Mais là, on parle bien, et c'est vraiment l'extension que donne Dora, on va plus loin que le cyber, hein, c'est vraiment l'ensemble de la résilience, et de la résilience de toute la chaîne de valeur, et donc jusqu'à la sous-traitance. Hein. Je paraphrase ce qui a été dit avant, mais c'est ça qui est important, et qui fait que je trouve que fonction gestion du risque numérique couvre davantage ce que ça va devenir demain. À date, on a donc créé une fonction sécurité de l'information qui répond à notre direction des risques. Mon collègue ne m'en voudra pas, je ne donne pas tout le titre de la direction, mais la direction des risques, au CIRO, et qui a bien en charge le niveau 2. Et chez moi, on a bien le RSSI et le DSI, je vais les prendre tous les deux, qui incarnent le niveau 1 de la première ligne de défense face aux attaques, y compris d'ailleurs en termes de contrôle, hein, de contrôle niveau 1. Puisqu'évidemment, on est en charge en tant qu'opérationnel et en tant que patron opérationnel du contrôle niveau 1 de notre propre structure de défense. Donc, on a bien un RSSI, un DSI qui sont en niveau 1. On a une fonction sécurité de l'information qui répond à la direction des risques en niveau 2. Évidemment, on a un audit interne qui fait énormément d'actions sur le cyber ces derniers temps en niveau 3. Et nous avons créé, et c'est peut-être là notre petite particularité à date, nous avons créé un comité FSI. Donc on va un peu plus loin que la fonction sécurité de l'information. Nous avons créé un comité FSI qui réunit en fait le DSI, le RSSI, le FSI, la CIRO, moi-même en tant que directeur du numérique, et le DGD de l'entreprise. Et ce comité FSI, c'est bien lui qui produit à la fin un ordre du jour, un déroulé et un compte-rendu. Et ce compte-rendu est bien diffusé jusqu'à l'AMSB, jusqu'au comité spécialisé du conseil d'administration. Donc, vous voyez, on a répondu de deux façons, c'est-à-dire la bonne séparation des rôles, la création d'un rôle fonction sécurité de l'information qui peut préfigurer, à mon avis, ce qu'on était en train de dire sur la gestion des risques numériques, surtout que je vais y revenir, pardon, et un comité FSI qui prend les grandes parties prenantes de manière à toujours s'assurer qu'à la fin, on refait la synthèse on va dire, des appréciations et qui permet de ne pas se retrouver dans une situation de face à face, mais bien à la fin de porter un avis clair et collectif vis-à-vis de la MSB. Voilà ce qu'on a mis en place à date. Si je peux me permettre juste de t'interrompre, mais tu vas peut-être en parler après, ça bouleverse les choses. Il doit y avoir des éléments des effets un peu humains, des sensibilités. Tu vas nous en parler un petit peu? Trop vite. Non, c'est très bien. Au contraire, je te remercie, Florence. Je vais en parler. Je vais juste avant, dire, et je reviens justement sur les risques numériques. On vient de faire, et d'ailleurs, c'est à la demande du CIRO. Hein. Moi, je n'étais pas forcément convaincu au départ, je le dis avec beaucoup d'humilité. J'avais une politique générale de gouvernance des systèmes d'information. J'avais aussi PGGSI, hein, politique générale de gouvernance des systèmes d'information. J'avais aussi une politique générale, non, une politique générale de la sécurité des systèmes d'information, PGSSI.
on a, à la demande du FSI, de la CRO, on a créé un seul document qui en fait est une politique de gestion des risques des systèmes d'information. Et ça montre bien finalement comment on anticipe ce qui est en train de devenir le règlement. Maintenant, pour répondre très directement à ta question, Florence, oui, ça a bouleversé les choses. Parce que d'abord, évidemment que ça vient toucher des susceptibilités de chaque côté d'ailleurs, hein, évidemment. Évidemment que quand on a, et ça je vais l'illustrer, évidemment qu'on rajoute du contrôle au contrôle, c'est quand même une réalité de tous ces règlements aussi, et qu'en rajoutant du contrôle au contrôle, on rajoute beaucoup de méta-travail. La question est de le rendre le plus utile possible pour tout le monde, pas seulement pour le réglementaire, mais aussi pour l'entreprise. Mais le fait est qu'on rajoute du contrôle au contrôle et qu'on rajoute des couches. Et ça a un effet quand même, c'est qu'il ne faut jamais oublier qu'à la fin, il y a des opérationnels. Et là, je ne parle pas du RSSI, je ne parle pas du DSI, je ne parle pas de moi, mais je parle vraiment d'opérationnels qui, à l'instant T, sont en train de superviser des écrans de supervision, sont en train de réaliser des applicatifs informatiques, sont en train de faire des tests d'intrusion peut-être. Et en fait, ces opérationnels ont du mal à suivre toute cette accumulation de contrôle. C'est-à-dire qu'on de plus en plus, hein, on leur demande je ne vais pas dire de bâtonner parce que ça serait très réducteur, mais en tout cas de bien faire état des contrôles qu'ils font. Et à leurs managers, les contrôles qu'ils font de niveau 1 sur ce qu'ils sont en train de faire. Et que tout ça s'inscrit bien en réponse à des éléments de maîtrise, qui sont en réponse à une cartographie des risques. Nous tous et vous tous autour de la table, en tant que membres de l'Institut des actuaires, vous avez les éléments de compréhension de ce qu'on fait et du sens qu'on fait quand on fait tout ça. Mais honnêtement, hein, des opérationnels informaticiens, on est très loin de leur métier, on est parfois très loin de leur capacité à comprendre le sens. Et ça, c'est un des gros dangers, un des gros travaux qu'on a à mener et qu'on essaye de mener tous ensemble, c'est de ne pas se retrouver dans une situation de démobilisation. Et j'utilise vraiment ce mot-là. Ce mot démobilisation, c'est toujours le risque du réglementaire, c'est l'accumulation fait qu'on peut perdre le sens et que de toute façon, des fois, on n'arrive pas à faire face. Si on n'arrive pas à faire face, on l'a vécu sur d'autres situations, mais là, je parle vraiment de ça, et ben, les équipes se démobilisent. Il n'y a plus de sens, on ne fait plus face. Au bout d'un moment, on remplit des tableaux, mais on ne sait même plus pourquoi on le fait. Notre travail à nous, directeurs, managers, risk manager, c'est d'accompagner les opérationnels dans ne jamais perdre le fil du sens. Et il y a pour moi, il y a deux guidelines. La première, et c'était dit dès le début par Marc-Antoine, hein, quand tout de suite on reparle bien de la question de la proportionnalité, qui n'est pas simple hein, dans nos entreprises, mais il n'empêche, il faut quand même partir de ça. On parle avant tout de ce qui est critique pour l'entreprise. Et il faut toujours garder ce fil conducteur. Parce que sinon, on se perd. Je prends pardon, hein, je dévie un peu, mais pour répondre à une autre question, 283 fournisseurs, presque 300 fournisseurs, 300 sous-traitants, fournisseurs, on les appelle comme on veut. Si je les classifie pas, si j'ai pas une appréciation vraiment par le risque critique, ben les 300 contrats là à revoir en 6 mois, c'est impossible. C'est juste impossible. Parce que je vais pas avoir 300 acheteurs ou juristes à mettre en face. Hein. Donc, c'est juste impossible. Il va bien falloir faire des lots et bien faire ces lots en fonction du risque. Et de toute façon, on reste comme ça, je crois, dans l'esprit de tous ces règlements, qui est quand même de prendre le point de départ, c'est l'appréciation des risques, la cartographie des risques, l'appréciation des risques. Qu'est-ce qu'on est capable de prendre au risque ou non? Et en fonction de ce qu'on sait où prendre comme risque, prendre ou pas comme risque, faire un choix d'ordonnancement pour se mettre en conformité. En tout cas, c'est mon approche, hein, c'est notre approche et on travaille beaucoup comme ça. Donc, évidemment, on a défini pour nous nos sticks, hein, nos sous-traitants importants et critiques, mais au-delà, nos sous-traitants les plus importants, même s'ils ne sont pas toujours tous estimés critiques, pour bien travailler par les risques. Mais j'ai quand même, il faut bien l'avoir en tête, et je leur dis une dernière fois, un de mes challenges, c'est d'éviter ce qu'on pourrait appeler l'épuisement, la saturation, la démobilisation d'équipes opérationnelles qui peuvent perdre le sens versus ce qu'elles ont l'impression de faire, de défendre au quotidien. C'est ça, hein. La question du sens, c'est de montrer que ça ne s'arrête pas à une défense au quotidien, ça c'est bien la première ligne, mais ils se doivent de rendre effectivement intelligible ce qu'ils font
pour qu'on puisse vérifier que cette défense au quotidien couvre l'ensemble des risques que porte l'établissement financier. Et ça, c'est un peu plus dur à comprendre par un opérationnel. C'est passionnant, je ne veux pas t'interrompre. Tu as encore des choses peut-être à ajouter? Peut-être que je peux compléter, je vais compléter deux choses, sans dire sur quel, puisqu'on s'en vante, personne s'en vante, c'est pas des sujets publics, mais sans dire sur quel sujet, comme à peu près tous les assureurs, en tout cas les grands assureurs de la place, on avait évidemment déjà rencontré régulièrement en état de contrôle ou juste de contrôle continu, hein, la CPR. Donc ça nous aide au fur et à mesure aussi à adapter en fonction, on va dire, de la jurisprudence. Ce qu'ils nous disaient il y a 5 ans, c'est pas exactement ce qu'ils nous disent aujourd'hui. Les exigences montent, il faut le savoir. Et puis quand même, tout nous emmène vers cette même chose qui est le contrôle de la chaîne de sous-traitance. Je crois que moi, ce que j'ai découvert moi en tant que DSI, en tant que directeur du numérique, ces dernières années, c'est combien la réglementation nous emmenait vers toujours plus de responsabilité de ce que font nos sous-traitants. À un moment, où pendant les mêmes 10 dernières années, c'est une surprise pour personne, l'informatique s'est de plus en plus ouverte. Les entreprises sont passées en entreprise étendue, c'est-à-dire qu'un assureur, il ne peut plus rien faire tout seul. Il dépend d'une chaîne de valeur. Et son informatique, elle n'est plus seulement dans ses salles informatiques, elle est aussi sur le cloud, en mode SaaS, que sais-je. En tout cas, entreprise étendue, de plus en plus exposée vers plein de sous-traitants. Et en même temps qu'on faisait ça, il n'y a pas de surprise en fait. Puisqu'on dépend de plus en plus des autres, la réglementation de plus en plus nous demande de contrôler cette sous-traitance. C'est d'une logique sans faille, mais je dois avouer, moi, qu'en tant que professionnel de l'informatique depuis 30 ans maintenant, il n'y a que les 5-6 dernières années que j'ai compris quand même où est-ce qu'on voulait en venir et où est-ce qu'on allait. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est valable, et je m'arrêterai là, mais là, on parle du cyber, notamment, mais pas que, parce qu'en fait, c'est valable pour le cyber, c'est valable pour la continuité d'activité, c'est valable pour la protection des données personnelles, et ça, dès le RGPD, c'était très clair, on est responsable de traitement, y compris de ce que font nos sous-traitants, et c'est valable, évidemment, pour la qualité des données, puisque la qualité des données, elle dépend aussi de toute cette chaîne de sous-traitance, et donc on est responsable de ça. Et donc, pour conclure, et peut-être donner la main ensuite, la parole à mes collègues, pour conclure, on n'a pas le choix, ça c'est sûr. Évidemment que ça amène des bouleversements au sein des entreprises. Ça vient toucher les convictions des DSI, parce que DSI, face à la menace, on se sent quand même comme un général. Et cette chaîne de commandement, pour nous, c'est pas une utopie, on en a besoin. Donc ça vient nous secouer. Mais la transformation, elle est lancée, elle me semble absolument nécessaire. Et moi, je la fais toujours reposer sur l'appréciation des risques. Je pense que c'est la colonne vertébrale, c'est quand même, on ne peut pas faire tout ça. C'est incommensurable, en fait, ce que vous avez présenté juste avant. On ne peut pas faire tout ça sur l'ensemble de tout ce qu'on fait. Et donc, il faut choisir ce qui est critique, il faut choisir les sous-traitants critiques, il faut travailler complètement exhaustivement sur ces premiers lots pour ensuite, au fur et à mesure, infuser sur l'ensemble de l'entreprise. Et je m'arrêterai là, Florence. Merci beaucoup, c'est absolument passionnant. Merci pour ce vécu, ce témoignage et pour le chemin que tu décris, est tout à fait éclairant. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de penser à d'autres évolutions comme l'ouverture des données, l'open data pour l'assurance, etc. Et ça va encore plus loin dans l'ouverture que ce que tu indiques. L'ouverture, elle n'est pas finie. Et la nécessité de contrôle s'accroît à mesure de ces ouvertures. Merci beaucoup. Hélène, à toi. Oui, merci. Merci Florence. Alors, je vais aller assez vite pour laisser la parole à Marc-Antoine sur la mise à jour des contrats, mais on va devoir produire donc un rapport de contrôle dédié au risque numérique qui vient quelque part compléter le rapport ORSA dont on a vu qu'il était assez limité aujourd'hui sur ce qu'il décrit au sujet des risques numériques. Ça a été constaté par la CPR.
Par contre, la RTS, qui parle des sujets risques numériques, ne fait pas référence aux résultats des stress tests EIOPA, cyber, et je pense que ça restera dans l'ORSA. Donc là, je passe très très vite pour céder la parole donc à Marc-Antoine. Vous pourrez vous regarder un peu le détail qu'on vous a mis sur donc l'évolution des relations contractuelles. Alors, avant toute chose, je tiens à protester, bien sûr, avec conviction. Mon client est innocent et moi aussi. Soyons clairs. Dora est un énorme. J'ai écouté attentivement David. Nous avons le même problème, nous les juristes, qu'on soit avocat ou qu'on soit en entreprise avec nos équipes opérationnelles. Nous nous retrouvons avec des obligations écrites de manière extrêmement détaillée dans Dora qui doivent être mises en œuvre avant la conclusion des contrats, pendant l'exécution des contrats et après, c'est-à-dire toute la phase de résiliation et la phase post-résiliation. Euh, on peut passer à la slide suivante parce que il y en a tellement que c'est pour vous donner une idée. Regardez la quantité de textes extraits de Dora. Le concept, là encore, est le suivant. Tous les contrats doivent être identifiés, blablabla. Bon, super. Ça, c'est une question d'organisation pure et dure. Mais les contrats qui vont toucher des prestataires mettant en œuvre ou supportant des fonctions critiques ou importantes. Il faut être clair, c'est vraiment la grille de lecture pour les juristes. Eh bien, voyez d'abord, il y a bien sûr l'identification. Est-ce que parmi mes 300 contrats, lesquels sont véritablement liés à une fonction critique ou importante que moi, assureur, que moi, banquier, que moi, chambre de titrisation, ce que vous voulez, je mets en œuvre, parce que c'est lié à l'agrément. C'est ça qu'il faut comprendre dans Dora. Si mon entreprise exerce une activité qui bénéficie d'un agrément, la sanction potentielle, c'est pas écrit, mais c'est ça qu'il faut comprendre de Dora, c'est qu'en fait, les autorités de contrôle peuvent suspendre les agréments, puisque la réglementation Dora dans son ensemble n'est pas moi je suis assureur, donc j'ai ma réglementation assurance, et puis en plus, il faut que je fasse de la cyber. C'est plus comme ça que ça marche. Le bloc Dora est intégré dans la législation qui banque, qui assurance, et fait partie de la matière qui sera contrôlée au titre de la délivrance de l'agrément. Donc, c'est pas, tiens, je saupoudre un peu, je vais faire un peu de technique par-ci, organiser votre contrôle interne, et puis faites bien vos contrats. C'est que un de ces éléments qui ne serait pas respecté pose un problème à l'entreprise dans son ensemble. Maintenant, voyez, juste sur cette slide, avant de conclure le contrat, vous avez deux choses principales à devoir surveiller. Donc, que ce soit dans la rédaction des contrats ou dans le registre qu'on va voir dans un instant, c'est d'abord, est-ce que oui ou non, je tape sur, pardon de le dire comme ça, je tape sur une fonction critique ou importante. Premier point. Deuxième point, ai-je, moi, entité régulée, un risque de concentration? C'est-à-dire toujours le même prestataire qui va rendre les mêmes prestations en sous-traitance critique ou importante au profit de l'ensemble des sociétés de mon groupe. Donc ces deux risques-là, pour nous juristes classiques de droit des contrats, c'est une terreur. Parce que ça, c'est vraiment une implication métier, les fonctions critiques ou importantes, et le risque de concentration. Mais nous, les juristes, on n'en sait rien. Ce qui fait qu'on est, comme l'a dit David très justement, on est totalement tributaire de manière très pratique des gens dont c'est le métier, donc c'est toute l'équipe IT, il faut être clair. Hein. Et là, c'est les métiers de l'IT, ce n'est pas le RSSI, c'est les métiers de l'IT qui vont nous dire bah oui, non, concentration ou pas. Et puis, ça doit se refléter dans tout le process. OK. Bon, je vous passe le reste du détail. Vous avez toujours les petites cartouches avec la petite flèche blanche ou bleue ou verte, vous avez les références. Pour vous montrer, juste en aperçu sur la slide suivante, comment on en arrive. Voilà, alors, bien sûr, c'est ça qui est l'enfer d'Ordora pour nous, juristes qui rédigeons ou qui essayons de comprendre, c'est que tous les critères sont posés d'abord, parfois en vrac, et ensuite sont détaillés. Donc voilà, est-ce que les services. Alors, pour identifier tel critère, vous en reprenez 3 alinéas, 5 sous-critères. Enfin, c'est vraiment d'une complexité. C'est très cartésien, mais c'est d'une complexité extrême à gérer. Et je vous donne le troisième exemple. Vous voyez, sans rentrer dans ces détails, est-ce que c'est substituable? Est-ce que les prestataires sont étroitement liés entre eux? Qu'est-ce que vous voulez que nous, juristes, on en sache quoi que ce soit? Donc, ça veut dire qu'il faudrait des gens qui sachent identifier que machin est le prestataire de trucs, qui est le sous-traitant de bidule.
enfin, ça prouve que tous les métiers sont concernés par par ce simple critère d'évaluation préliminaire du risque de concentration. Moi, je mets pas, inutile de vous dire, moi, rédacteur de contrat, je ne mets pas le doigt dans ces critères. Je vais mettre dans mes contrats des cases à cocher. Et toi, cher client, c'est toi qui vas te mouiller. C'est toi qui vas prendre la responsabilité de cocher la bonne case. Parce que moi, juriste, je n'en sais rien. Et ça, c'est pour nous, c'est un vrai problème. Dernier point pour vous éviter, juste après, s'il te plaît, Hélène. Voilà. Je vous ai fait ça en 3 slides. Quand on prend Dora et qu'on déroule Dora sur la partie contrat IT, sous-traitance, fonctions critiques ou importantes, il y en a tellement que j'ai été obligé de faire 3 slides pour les mentions obligatoires que doivent contenir tous les contrats liés à une externalisation d'une fonction critique ou importante. Et il y en a tellement que, pareil, nous, quand on va faire les clauses, mais on va prendre Dora, on va mettre des guillemets et on va dérouler les clauses, puisque tout doit être auditable. Donc là, si on est à l'article, alors attendez, je suis un peu myope, c'est les articles 28, les articles 30, ben on va mettre 28.3, petit a. On va recopier Dora et on mettra en dessous des cas, mais dans les contrats. Oui, validé, fonction risque, fonction DSI. Et j'en ai encore 2 autres. Vous voyez des slides comme ça avec tout ce qu'il faut mettre dans les contrats. C'est un cauchemar. Nos équipes pour gérer ça, c'est aujourd'hui un vrai problème. Et concrètement, quand les autorités de contrôle, alors ça, c'est un vrai problème lié à votre industrie spécifiquement, où au lieu d'essayer de faire comme tout le monde, de prendre des référentiels connus au hasard, ISO 27001, je pense que David va opiner du chef parce qu'il sait très bien de quoi je parle. Quand on est obligé de faire de la compliance, nous, dans la partie technique des métiers, on va prendre du ISO 27001 et c'était prévu dans la V1 de Dora, dans les considérants, il y avait marqué par exemple ISO. Ça a disparu dans la V2. Alors aujourd'hui, vos industries de la banque et de l'assurance sont accrochées à leur siège et disent « Mais quel référentiel allons donc nous prendre ?» Mais sachant qu'il va y avoir encore du détail par les autorités de contrôle le 17 janvier 2024, dans 3 mois, et le 17 juillet 2024, 6 mois avant l'entrée en vigueur, ma réponse aujourd'hui concrètement est de dire « Mais regardez déjà ce qu'il faut faire avec les contrats. Si en plus techniquement, vous repartez d'une autre grille de lecture auditable, si vous faites autre chose que l'ISO 27001, vous n'y arriverez jamais. » Et on me répond « Ah ben c'est pas écrit. » Ce à quoi je réponds ensuite « Bon courage si vous comptez tout faire en 6 mois. » C'est illusoire. Maintenant, voyons la manière dont l'on pense les autorités de contrôle et le législateur européen. L'idée derrière, c'est de dire, bon, je remets à plat tout le régime de contrôle de la cybersécurité des entités financières. Parce que d'abord, il y a des textes de partout. Ensuite, la menace a évolué et on voit bien depuis NotPetya à WannaCry que ça tombe comme à Gravelotte et que c'est une catastrophe. Moi, je suis beaucoup dans les sous techniques. Je pense que David voit très bien ce que je veux dire. Les cyberattaques, c'est une réalité quotidienne et c'est un énorme problème pour toute l'industrie. Mais vous, assureur, en tête. Donc, lui dit, OK, table rase du passé et je vous fais un règlement unique pour tout le monde. Et si moi, législateur, je ne mets pas une date butoir, mais c'est comme toujours, il ne se passera rien. Donc, on aurait pu prévoir 5 ans d'entrée en vigueur. Mais comme toujours, tout le monde s'y serait pris au bout de la 5e année, comme ça a été le cas pour le RGPD. Malheureusement pour vous, professionnels de l'assurance, voilà, le délai a commencé à courir. Nous, les professionnels, vous et moi, nous courons après les dernières réglementations techniques des AES, qui ne sont pas du tout du droit mou. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe en droit européen. En droit européen, c'est moi dans le règlement, moi, législateur, je dis à l'industrie, vous allez faire ça à telle date, ok, donc c'est le 17 janvier 2025, et je demande aux AES de pondre le détail. Mais le détail, c'est l'état de l'art. C'est obligatoire, puisque quand moi, je vais venir contrôler, moi, autorité de contrôle, je vais regarder si vous, professionnels, vous êtes à l'état de l'art. Et si vous ne l'êtes pas, ça ne va pas bien se passer. Mais à partir de quand les autorités vont contrôler le détail de ce qu'il y a dans les contrats? Mais même eux, ils ne seront pas prêts dans 1 an. Ce n'est pas possible. Ça demande trop d'énergie, trop de ressources. On n'y arrivera pas. Donc, c'est illusoire. Maintenant, il va falloir le faire. Le dernier point, après, je m'arrête. Je le jure.
dit par une profession remplie de menteurs, ça fait toujours peur, ne vous inquiétez pas. Maintenant, est-ce que moi, assureur, je vais me lancer dans la révision de la totalité de mes contrats existants? Alors là, en 6 mois, je vous le dis tout de suite, hein, ne m'appelez pas, tellement je serai en train de rire par terre dans mon bureau. C'est illusoire. Maintenant, la manière intelligente de mettre en place ce process contractuel, ben, vous avez 2 manières de faire. Soit vous allez reprendre des contrats de partout, vous n'y arriverez jamais, soit vous intégrez que tout doit être auditable. Ben, qu'est-ce que vous devriez faire? Moi, c'est ce que je conseille maintenant depuis un bon moment. C'est voilà, vous rentrez dans un process d'auditabilité générale, y compris des contrats. Donc, gardez aujourd'hui vos contrats en cours, faites des avenants DORA. Ça aura 2 avantages. D'abord, ça va être plus simple pour gérer votre parc de contrats en cours. Et ensuite, quand les auditeurs vont arriver, ils n'auront plus que votre annexe compliance, entre guillemets, contractuelle, à auditer. Et là, vous allez vous simplifier la vie. Et je suis persuadé à titre personnel qu'en fait, une fois que les nouveaux contrats vont passer, mais personne ne va se lancer dans des mises à jour complètes de contrats juste pour Dora. Parce que nous, les juristes, on a NIS 2 à gérer. On en a d'autres. Puis il y a le Cyber Resilience Act qui arrive. Ce ne sera pas gérable. Donc, on va faire, nous les pros, on va faire des annexes pour tout type de contrat. Voilà, j'arrête d'être désagréable. Merci beaucoup. Hélène. Alors justement, alors oui, donc effectivement, donc la recommandation de Marc-Antoine, c'est de mettre en place ces avenants, de les personnaliser pour chaque contrat, donc avec un système en effet de cases à cocher et puis de documentation de l'avenant quand même, de personnalisation de l'avenant quand même en fonction du contrat initial, hein, puisque effectivement, il va falloir reprendre un certain nombre de choses assez détaillées dans ces avenants. Et tout cela va venir alimenter le registre des accords contractuels. Alors, vas-y, Marc-Antoine, un petit mot. Pour le faire rapide là aussi, c'est la logique qui a commencé pour nous les juristes data, sécurité, avec le RGPD. On arrête les obligations déclaratives vis-à-vis des autorités de contrôle, qui sont un cauchemar pour tout le monde, y compris pour l'autorité de contrôle. Imaginez les CNIL qui reçoivent les failles les violations de données au quotidien. On se demande à quoi ça sert. Bon, c'est obligatoire. Donc, on va responsabiliser des acteurs, les professionnels de l'intérieur. Eh bien, c'est registre pour tout. C'est registre et ça veut dire tu vas le faire au niveau du métier, au niveau sous-consolidé. Alors ça, je n'ai pas bien compris parce que je ne suis pas si intelligent que ça. Mais au niveau consolidé général, j'ai bien compris. C'est histoire de montrer que tout est fait dans l'ordre, que tout est auditable, que tout est contrôlé. Si on ne fait pas ça, j'ai des négociations en cours avec des banques notamment, mais j'avais pour mission d'un client de faire traîner la signature du contrat. Ça fait 1 an et demi que je fais traîner. Pendant ce temps-là, les factures sont émises, elles sont payées, mais il n'y a toujours pas de contrat. C'est pour éviter ce genre. Alors là, c'est pas l'affaire, le dossier dont je parle, auquel je pense n'est pas très important, mais c'est pour éviter ce côté artistique et faire un système qui soit entièrement auditable. Après, il faut aller lire Dora pour voir la quantité de détails qu'il va falloir mettre dans ce registre, mais c'est un Alors cauchemar. justement, Marc-Antoine, ce registre, il fait d'ores et déjà l'objet d'une RTS qui décrit très précisément les champs attendus. Donc on a 14 tables, dont 4 tables pour les groupes, puisque les groupes doivent s'assurer que les filiales mettent en œuvre Dora d'une manière harmonisée. Bien entendu, ils doivent donc avoir un registre au niveau consolidé, et donc on a des tables dédiées. En ce qui concerne les informations, alors là je vous ai mis les informations les plus marquantes à 3 niveaux, donc sur les fonctions, puisqu'on s'intéresse aux services de TIC qui soutiennent des fonctions, effectivement. Donc, il faut définir un certain nombre d'informations, y compris sur les risques, et notamment les risques d'interruption d'activité sur les fonctions. On va avoir des informations à fournir sur les services, et notamment
le niveau de sensibilité des données, l'impact d'une interruption de service, donc des éléments qui relèvent de l'appréciation des risques. Et enfin, on va avoir des informations sur les tiers prestataires de services, mais aussi les prestataires de substitution, puisqu'on vous demande d'avoir pour les prestations qui supportent pour les services qui supportent des fonctions critiques ou importantes, une stratégie de réversibilité et donc un tiers alternatif, d'une part, donc avec des informations liées à ce tiers, et d'autre part, on vous demande de refléter toute la chaîne d'approvisionnement en services de TIC, donc avec les prestataires de rang 2, qui l'hébergeur, qui le prestataire qui sauvegarde les données, que sais-je. Donc voilà, donc ça c'est un comment dirais-je, c'est un registre donc très lourd à construire. On estime que pour renseigner le registre sur un prestataire, cela peut prendre une durée assez longue, une journée et plus de travail. Donc là, vous voyez donc l'impact sur toute la chaîne d'approvisionnement. Ça, c'est dans la RTS. Je passe assez vite. Vous pourrez vous y référer a posteriori. Alors, peut-être conclure par les questions qui se posent, Brigitte, par rapport Oui, à donc vous cette avez bien présentation. compris. Je pense que les questions, on les a largement posées en séance. Et puis, avant de laisser la parole, je dirais, aux acteurs qui nous écoutent, donc bien évidemment, une comitologie adaptée. Je pense que l'exemple de la Matmut est tout à fait éclairant. Première question, quel rattachement pour la fonction indépendante? On a l'exemple de la Matmut, là aussi, qui est propre à son organisation. Il peut y en avoir d'autres, mais c'est une question qu'il faut se poser d'emblée et mettre tout le monde sur la table pour que voilà, qu'il n'y ait pas une perte de territoire et que tout se fasse de façon positive. Quelles sont les fonctions critiques ou importantes au sens d'Aura? On a voilà, tout le monde a évoqué le sujet, mais il faut se mettre autour de la table et lotir et comprendre et définir. C'est un point essentiel. Comment mener le projet, là aussi, Marc-Antoine nous a donné une piste tout à fait intéressante. Et bien évidemment, la question qu'on peut se poser, nous sommes des actuaires, nous sommes un institut. Le rôle de l'actuaire, c'est définir la méthodologie de mesure de risque. Ça, c'est écrit dans DORA. La quantification du risque, ça lui revient, mais il ne peut pas le faire tout seul. Et voilà, il lui faut des données, il lui faut des stress tests. Les études d'impact et de scénario, c'est sans son domaine, mais là aussi, il ne peut pas le faire seul. Et puis, bien évidemment, participer à la stratégie, ça fait partie de son rôle. Voilà pour les actuaires qui doivent s'impliquer et qui, s'ils ne le sont pas encore, très fortement sur ce dossier. Et en faire un dossier positif, ce n'est pas une réglementation, voilà, il faut le voir peut-être comme une aide un peu policière, mais une aide quand même à prendre le sujet. Merci Brigitte. Avant de passer aux questions, si vous voulez les uns ou les autres dire un petit peu le mot de la fin, votre conclusion personnelle. Je ne sais pas, David, est-ce que tu veux rajouter un point ou réagir à quelque chose qui a été dit? Si. Écoute, oui, alors au-delà, le mot de la fin aurait pu être sur le thème de la blague d'Aura, j'adore. Mais maintenant, si je reprends, quel rôle pour l'actuaire? Parce que ça, je trouve ça quand même vraiment intéressant. Et jusqu'à la stratégie, en fait. Dora, c'est tellement, moi je trouve ça tellement intensif, en fait, l'effort qu'il va falloir faire tous. Je trouve ça tellement intensif que ça remet vraiment au centre du jeu ce qui est marqué là, c'est-à-dire la méthodologie de mesure de risque, la quantification du risque, d'avoir vraiment une priorisation par l'analyse de risque. Moi, je reviens à ça, on ne peut pas tout faire de front. Et donc, il faut ordonnancer, il faut prioriser. Et là, mesdames et messieurs, là, on est dans votre rôle par rapport à la stratégie de l'entreprise, par rapport à son ORSA, par rapport à la stratégie, je l'ai dit, et par rapport au risque qu'elle encourt, finalement quand même éclairer par quoi on commence. Je crois voilà pour moi. Une belle conclusion. Quelqu'un veut ajouter quelque chose Moi, volontiers, le point de vue non pas tant du juriste
que de celui qui trempe beaucoup dans l'IT toute l'année. La plus grosse difficulté que je rencontre avec mes interlocuteurs, c'est les COMEX qui ne pensent l'IT que comme un outil. Or, aujourd'hui, l'IT, ça n'est plus juste un outil. C'est vital, critique, essentiel, déterminant. Vous l'appelez comme vous voulez. Et pour être sûr que ça rentre, entre guillemets, de force dans l'esprit des COMEX, c'est obligation de formation et de sensibilisation, y compris pour les COMEX. Je veux dire en clair, et j'ai commencé à le faire, j'arrive devant des COMEX, je suis obligé de faire signer des feuilles de présence à des gens qui ont des compétences et des savoirs que je n'ai pas, comme un instituteur viendrait vérifier que les enfants ont fait une dictée. Et c'est une volonté politique de la part de l'UE, c'est moi, politique, je vais vous forcer, vous, les professionnels, à démontrer que vous êtes bien sensibilisés aux risques que nous affrontons tous, toutes nos sociétés, mais vous, secteur financier, en tête. Et si vous ne me prouvez pas que vous avez bien fait vos obligations de formation, je vais me fâcher tout cru. Je vous laisse imaginer la suite. Merci. Merci beaucoup. Nous passons aux questions, Hélène. Oui, juste un dernier petit mot de la fin de mon côté également, pour dire qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, l'appréciation des risques dans les établissements financiers n'est pas toujours suffisante comme outil de décision stratégique, l'appréciation des risques numériques. Là où l'appréciation des risques financiers, des risques assurantiels, des risques de crédit dans les banques s'appuie vraiment sur un corpus méthodologique très solide et sert au quotidien, aux décisions d'investissement, de couverture, je dirais, d'orientation stratégique. Au niveau des risques numériques, il y a sans doute un chemin à parcourir pour vraiment faire en sorte que ces évaluations soient utiles et servent véritablement. Et je pense que là, collectivement, on a un besoin de progresser. Merci beaucoup. Écoutez, on va essayer de répondre aux questions qui nous ont été posées. Je pense que dans les questions posées, elles ont été posées en cours de route, comme on le demandait. Certaines ont quand même trouvé des réponses. David, une question pour David. Quelles seront vos interactions avec la direction des risques et avec les fonctions d'audit, contrôle interne et dans le cadre de DORA? Je pense que les exposés ont bien répondu à la question, sauf si tu veux rajouter quelque chose, David. Non, effectivement, je vais me redire, et puis sinon, Jérôme n'hésitera pas à me contacter après s'il a besoin de plus de détails. Alors, comment le comité de sécurité de l'info pourra influer sur la politique achat à travers toi, puisque tu chapeautes également cette fonction? Alors, c'est un peu plus complexe que ça. Moi, je crois que ce qui va influer, c'est ce qui a été donné tout à l'heure, c'est le registre. En fait, parce qu'en fait, la problématique, et on n'a pas échappé à ce problème-là. Nous, on a eu ce problème-là de la confrontation entre la notion de politique d'achat, qui est une politique d'une entreprise classique et qui existe depuis très longtemps, et de la politique de sous-traitance, qui va s'enrichir encore plus avec Dora, mais qui existait déjà, qui est déjà portée par tout ce qui nous vient de Solva 2 de toute façon. Donc, là, on a un vrai sujet, parce qu'en fait, on ne fait pas face aux mêmes risques. Si je le fais un peu basique, une politique achat, avant tout, il y a des questions de conformité, je trouve, avant tout. Il faut être conforme à des bonnes pratiques, donc les conflits d'intérêts, que sais-je, tout un tas de choses. La politique de sous-traitance, elle fait porter un contrôle sur les sous-traitants. C'est pas la même chose. C'est quand même pas du tout la même chose. Or, des fois, elles sont contradictoires. Et puis surtout dans le temps, et Marc-Antoine l'exprimait ici, le temps de la contractualisation, le temps de la négociation, le suivi commercial, le suivi d'un fournisseur, mais aussi le suivi des sous-traitants, le suivi des risques des sous-traitants, etc. Et donc, je ne sais pas si ça influe sur la politique. En fait, je ne sais pas si c'est le comité de sécurité de l'info qui influe sur la politique achat. Ce qui est sûr,
C'est qu'à un moment, il faut qu'on résolve l'équation. Je ne sais pas s'il y a une subordination, je ne sais pas si c'est de l'interaction, mais il faut qu'on résolve cette équation. Et moi, je ne l'ai pas résolue encore, hein. En tout cas, pas moi. Euh, Entre politique achat et politique de sous-traitance. Et oui, Dora va nous emmener de toute façon vers un renforcement de la politique de sous-traitance. Et quelque part, à un moment, je pense qu'elle va prendre une primauté. Mais c'est pas simple hein, quand même, hein, parce que la conformité au sens achat, elle est toujours à respecter par ailleurs, hein. Il y a toujours des règles, hein, des bonnes pratiques. Et puis, ça va être enrichi, une politique achat, par d'autres considérations stratégiques de l'entreprise. Je vais en donner une seule, mais elle est quand même, là aussi, je suis face à des actuaires, elle compte, c'est SRD. La durabilité, elle va venir influer sur les politiques achats aussi. Donc, je n'ai pas une réponse toute faite, voilà. Désolé, mais en tout cas, j'ai étendu le champ de la question. Elle doit influer aussi sur le choix des prestataires, non? Alors, sur le choix des prestataires, très clairement. Là, évidemment, hein, alors moi j'ai encore en souvenir un échange réel avec la CPR et il n'y a pas de, c'est pas risible parce qu'en plus ça date de 2018. On est client de Salesforce. Salesforce, c'est pas une GAFAM, mais enfin c'est quand même un grand du web américain. Et à un moment, il y avait une clause exigée par la CPR, et je me rappelle très bien l'échange. Hein, il dit, mais de toute façon, s'ils n'acceptent pas votre clause, ça veut dire que ils prennent le risque d'être rayés du marché européen. On n'en est pas là. Alors depuis, il y a un certain nombre d'actes de la Commission européenne hein, et de l'Union qui vont dans ce sens-là et qui peuvent donner, et on le voit, hein, Apple est juste en train d'attaquer un de ces actes. Mais en 2018, très honnêtement, on ne faisait pas le poids pour imposer une clause à un grand du web américain. Hein. Les choses changent dans ce sens-là. Donc on voit où nous emmènent les politiques. Hein. Marc-Antoine le disait, les politiques nous emmènent vraiment, quand même, hein, réellement, et là je pense que Thierry Breton, il n'y est pas pour rien, nous emmène vers une souveraineté d'une certaine façon européenne. Mais c'est très ambitieux quand même hein, d'influer sur les sous-traitants eux-mêmes. On essaye, et en tout cas, on met toutes les clauses d'auditabilité. Ça, je crois que celles-ci, elles sont imparables et on arrive à les mettre. En tout cas, c'est coûteux et c'est usant également, avec ce risque que tu soulignais très très bien, de perte de sens. Il ne faut pas se perdre là-dedans, et ça, tu l'as très très bien décrit. Comment faire, comment s'entraider, disons, là-dessus, puisque c'est quelque chose de partagé par l'ensemble des groupes. Et qui travaille sur ces sujets-là de la perte de sens dans des gros mastodontes où les contrôles sont tellement énormes que la distance s'agrandit entre ce que fait la personne, c'est un travail très intellectuel, et son point d'application. Quels sont les gens qui travaillent là-dessus? Il y a des chercheurs, des académiques, mais en pratique, quelle aide tu as, toi, par exemple, David, là-dessus? Mais je suis bien normal de te répondre. Alors si, il y a quand même des travaux de place. Hein. Je pense assez important. Vous en représentez un hein, avec l'Institut. La fédération, hein, France Assureur, fait des travaux de place hein, qui nous permettent quand même, qui sont importantes pour nous assureurs pour deux raisons. Un, pour effectivement échanger, essayer d'obtenir quand même quelque chose d'applicable pour nous, pour nos équipes. Et puis deux aussi, d'atténuer le risque de, je vais le dire comme ça, je pense que je pense que ça serait mal apprécié d'un certain nombre de personnes, la façon dont je vais le dire, mais je trouve que le réglementaire fait toujours porter un risque d'altération de la concurrence. Si on surinterprète, et il y a une tendance française, hein, on le sait tous, à surinterpréter les textes, ou si on les sous-interprète, on se donne des latitudes ou pas hein, de concurrence, hein, d'accord? Donc si on n'a pas au même moment, parce que tout ça, c'est dans une échelle de 10 ans, et donc en fonction de quand on commence à se mettre en conformité, comment on surinterprète ou pas, l'effort qu'on y met, attention, ça coûte très cher à l'entreprise, hein, ça coûte très cher en ce moment, c'est pour donner une réponse un peu décalée, mais qui illustre. Tout à l'heure, tu as cité l'Open Insurance, FIDA, hein, Financial, je ne sais plus quoi, Data Act. La place
France Assureur, on essaye d'estimer quel sera le coût en pourcentage du CA pour les assureurs. On essaye de factualiser ça, cette mise en réglementation, ce que ça coûtera. Eh bien, pour Dora, ça date, mais on l'a fait. Alors, je peux pas trop, là, je représente pas la fédération, donc je vais pas donner le chiffre qu'on avait sorti, mais on s'était mis un certain nombre dans la commission numérique à laquelle je participe, on s'était dit, mais ça pèse quoi ça en coût? Quand il va falloir mettre à niveau l'outil, hein, je ne parle pas de dispositif de contrôle, mais l'outil aussi, hein, parce qu'attention, hein, ça porte des exigences plus aussi opérationnelles. Hein. Ça coûte quoi? Comment on fait? Alors, on l'a plutôt fait sur NIS 2 d'ailleurs, hein, plutôt que sur Dora, parce qu'on avait NIS 2, et on a essayé d'estimer ce que ça voudrait dire comme coût. Et je crois que ça, j'ai dévié hein, par rapport à ta question, mais en fait, il y a ces travaux de place. Donc ça, c'est une des aides qu'on a. Et ils sont importants. Et vous avez des choses comme l'Institut, France Assureur, d'autres collectifs comme ça qui permettent de réfléchir ensemble. Après, j'avoue que moi, j'ai été très attentif à ce qu'a dit Marc-Antoine quand il a dit à un moment, il faut acculturer les COMEX à ça, parce que c'est comme on a dû le faire pour RGPD, c'est un peu antinomique avec business, quoi. Voilà, il faut dire les choses. C'est un peu antinomique avec business. Et donc, dire allez dépenser de l'argent, à un moment où, vous le savez tous, hein, ce qui se passe dans l'assurance est compliquée en ce moment, hein, entre la sinistralité sur les dommages, les taux sur les autres branches, la santé, on n'en parle pas, les allers-retours entre le tout sécu ou pas. C'est compliqué. C'est compliqué de prédire l'avenir. Votre métier est compliqué, mesdames et messieurs les actuaires. C'est plus compliqué, je pense. Et donc, par rapport à cette incertitude, parce qu'on est vraiment dans le règne de l'incertitude, dire qu'on va aller dépenser, je sais pas moi, 5% de plus du CA sur de la mise en réglementation Dora, je le fais au hasard, là, le 5%. Waouh, il n'y a pas grand monde qui va signer ça facilement. Hein. C'est antinomique avec business. Et donc, il faut quand même que tout le monde comprenne dans chacun des CODIR ou COMEX, quel que soit le nom, hein, des boards dirigeants de nos entreprises, et des deux boards d'ailleurs, hein, y compris conseil d'administration, l'étendue du risque quand même derrière. C'est-à-dire que le politique, il est très clair quand même sur là où il veut aller. Marc-Antoine, tu l'as dit tout à l'heure, et c'est la direction elle est claire. Alors évidemment, 1er janvier 2025, on aura travaillé par justement l'eau du plus risqué, ok, très bien, mais la direction globale, elle est très claire, et donc il va falloir le dépenser cet argent. Et ça, si on n'a pas convaincu les COMEX et les boards, voilà, là, ça peut être un peu compliqué. Je suis pas du tout répondu à ta question, Florence, je l'ai étendue. Moi, Oui, je me permets de rajouter juste un point, parce qu'effectivement, à un moment, et je vais le dire en mots clairs, parlons d'argent. Et si vous, institution financière, vous en êtes à vous demander combien ça va vous coûter, la mise en conformité interne, le problème, il passe aussi sur vos prestataires, qui sont des gens avec qui je travaille pas mal. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, bah, si moi, prestataire, je suis obligé de me mettre en conformité, je vais être plus cher. Donc, je vais augmenter mes prix. Ce à quoi les entités régulées vont répondre, vous êtes gentils les gars, mesdames, mesdemoiselles, bien, vous êtes gentils, mais moi déjà, ça m'a coûté de l'argent en interne, et je ne vais pas donc avoir le double effet qui se coule en payant en plus l'augmentation de tes prestations. Ce qui est pourtant un mouvement absolument naturel et qui va avoir lieu. Donc on va se retrouver aussi avec des enjeux en termes de business pur et dur, qui est qui va payer. Et à ma connaissance, pour pas mal travailler notamment avec l'ANSSI en France, il y a des dispositifs d'incitation pécuniaire qui se mettent en place pour Nice 2. Pour Dora, j'ai rien entendu. Et quand je dis rien, c'est j'ai ouvert un placard, il y a eu le bruit du vent, j'ai refermé le placard et je suis parti me promener ailleurs, objectivement. Donc vous allez avoir un vrai impact business et à un moment, qui va payer? Ben voilà, bon courage. eh ben voilà, ben est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose? Brigitte a dit quelque chose de positif. Elle a dit quand même que tout ce travail nous obligeait à réfléchir et à fixer nos priorités, à savoir hiérarchiser, lotir la démarche. Essayons de trouver quelque chose de positif parce que je crois que ce que vous avez dit, Marc-Antoine et David,
montre quand même que tout ça est très luxueux, quoi. On veut nous emmener dans quelque chose de très pur, mais encore faudrait-il rester bien vivant, hein, parce que si on est totalement si pauvre que en fait des gens moins purs nous mettront la main dessus et que nos activités seront capturées par des gens moins purs, ça sera pas drôle. Donc, espérons que l'application sera quand même, vous l'avez dit, l'application nécessitera des moyens pour les gens qui auront à sanctionner, enfin à contrôler le contrôle. Et bon, c'est peut-être quelque chose qu'on peut voir comme optimiste parce qu'on sera tous dans ce bateau difficile, y compris les gens chargés de nous sanctionner, hein. Je ne sais pas si vous Oui, êtes. enfin, c'est tout le problème de la prévention, hein. La prévention, par essence, on ne sait pas combien on a gagné d'argent. Oui, mais oui, dans la mesure où on reste en vie, c'est important. Et bon, on pourra reparler de FIDA parce que ça sera probablement qu'on refera une chose sur FIDA, peut-être ensemble d'ailleurs. Et il me reste, je crois, nous sommes maintenant quand même, nous arrivons à près de 7h30, donc 19h30, donc il me reste à vous remercier très Attends, chaleureusement. Florence, une toute petite question. Vas-y. Florence, si tu veux bien. On n'a pas répondu à la question sur les délégataires de gestion. Je voudrais juste dire un tout petit mot là-dessus. Donc, les délégataires de gestion, ils sont à contrôler sous le régime de DORA à partir du moment où ils sont prestataires de technologies de l'information et de la communication, c'est-à-dire à partir du moment où, outre le fait d'assumer pour votre compte la gestion de produits assurantiels, ils vous mettent également à disposition des solutions technologiques pour que vous-même utilisiez les services, gériez vos propres contrats d'assurance. Donc, s'ils ne sont pas prestataires de services numériques, a priori, alors je parle sous ton contrôle, Marc-Antoine, ils sont pas, enfin, vous n'avez pas à les contrôler en tant que prestataire, et ils sont assujettis à DORA à partir du moment où ils sont institutions financières ou courtiers de plus de 250 personnes, parce que pour les courtiers, il y a une limite, c'est-à-dire c'est les courtiers dont la taille dépasse un certain niveau, c'est-à-dire sont des entreprises autres que des petites et moyennes entreprises, c'est au-delà des micro-entreprises, hein. Pour les courtiers, c'est PME, donc plus de 250 personnes. Voilà, donc les délégataires de gestion, a priori, s'ils ne font que gérer pour votre compte, vous n'avez pas à les contrôler, a priori, au titre de DORA. Est-ce que je dis des bêtises, Marc-Antoine, à ton sens? Alors, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain qui est éminemment technique, puisque là, c'est de la réglementation je veux dire, des entités en elles-mêmes, donc je ne me mouillerai pas. Mais la manière dont nous, les juristes, on va appréhender DORA, c'est globalement, est-ce que ton entreprise figure dans les 20 catégories d'entreprises déjà soumises à Oui. quantité de réglementation, puis qui sont listées? Donc, soit vous êtes dedans, vous êtes impacté direct, soit vous êtes un prestataire tiers, on en revient surtout de fonctions critiques ou importantes, et là, c'est l'entité régulée qui va s'occuper de vous. Mais si vous n'êtes pas dans ces cas-là, je sais qu'il y a un régime aussi extrêmement dérogatoire pour les fonds de retraite qui comptent plus de moins de 15 adhérents. Il y a une espèce de... Oui, Ça sent la Slovénie du Sud ou le Riga du Nord, enfin voilà, pour le caricaturer. Mais Mais à part ça, sinon, vous êtes soit dans la liste de l'article 3 ou 6, je ne sais plus, vous êtes oui, en entre tant A et qu'entité T, régulée et par voilà. DORA, mais en Sinon, tant c'est au revoir. qu'entité qui contrôle des entités, a priori, c'est vos prestataires de technologie de l'information et de la C'est ça. communication que vous devez mettre sous contrôle, et donc le délégataire entre dans ce cas s'il assure pour votre compte des prestations numériques, c'est-à-dire il vous met à disposition des outils numériques pour gérer vos propres contrats. Merci pour cette précision de réponse à la question que j'avais laissée passer. Merci beaucoup.
Eh ben, merci à tous, merci à vous qui êtes encore très très nombreux à nous écouter. Merci, il y a eu très très peu qui sont partis Mm. alors que nous avons débordé. C'était vraiment très intéressant et merci aux intervenants. Et nous, à une prochaine fois pour de nouvelles aventures. Maintenant qu'on a les décors avec Marc-Antoine, nous ne pourrons plus faire des slides insipides et Ah oui. tristes comme on faisait autrefois, n'est-ce pas? C'est plus possible. Bonne soirée à tous. Merci encore.